il construisit un orphelinat pour protéger les enfants, jusqu'à ce que le sanctuaire exige ces mêmes enfants en sacrifice. Ce soir-là, lorsque le chef rentra, Rosemary en parla nonchalamment avant de dormir. « Mon chéri, j'ai entendu parler de cette histoire d'adoption. Tu ne m'en as même pas parlé. Encore 3 enfants partis comme ça. » Le chef sourit, un sourire qui semblait forcé. Oh, c'était une opportunité de dernière minute. Certains de nos partenaires en France voulaient des enfants pour un programme d'échange culturel. Je ne voulais pas t'embêter avec la paperasse. Elle hocha lentement la tête, mais ne put se débarrasser de son malaise. « C'est bien alors. J'espère juste qu'ils sont entre de bonnes mains. »« Bien sûr, » dit-il en lui prenant la main. « Vous savez, j'aime ces enfants comme les miens. » Elle le crut, ou du moins essaya. Après tout, son mari avait toujours été un homme intègre. Mais quelque chose avait changé dans son regard. La chaleur était toujours là. Pourtant, derrière, se cachait une sorte de lassitude, comme celle de quelqu'un qui porte un secret trop lourd à supporter. Et tandis que le monde louait le chef Agubata pour sa générosité, sa femme commença à se demander pourquoi ses prières devenaient plus courtes chaque nuit. Et pourquoi, quelle que soit la température de la pièce, sa peau semblait toujours transpirer dès qu'elle mentionnait les enfants. Puis, un après-midi à l'orphelinat, une conversation anodine entre 2 membres du personnel, alors qu'elle pliait du linge derrière le dortoir. « Madame Negozi, avez-vous entendu ? 3 des enfants sont à nouveau proposés à l'adoption internationale, » dit l'une en souriant. « Ah, c'est une bonne nouvelle, » répondit l'autre. « Au moins, ils auront une meilleure vie à l'étranger. Le chef est vraiment un homme bon. Chaque année, il ouvre des portes à ses enfants. » Elles ne remarquèrent pas que Rosemary, venue discrètement déposer des provisions, se tenait à proximité. Elle se figea, ses mains se crispant autour du panier qu'elle portait. « Attendez, » dit-elle doucement en s'approchant. « Qu'avez-vous dit ?» Les femmes se retournèrent rapidement et firent une révérence. « Bonjour, madame. C'est juste une rumeur. Nous avons entendu dire que 3 enfants partiraient la semaine prochaine. Encore une adoption internationale. La surveillante l'a mentionné ce matin. » Rosemary força un sourire. « Oh, je vois. C'est merveilleux. » Elle se détourna, mais son esprit s'emballait. C'était la 4e année que 3 enfants partaient en même temps, et on ne lui avait rien dit. Mais depuis quelques années, chaque adoption de 3 enfants se faisait soudainement, gérée discrètement par lui seul. Ce soir-là, en lui servant son dîner, elle demanda d'un ton désinvolte. « Chérie, j'ai entendu dire que 3 de nos enfants partaient à nouveau en adoption. » Le chef ne leva pas les yeux de son assiette. « Oui, oui, » dit-il légèrement. « Les papiers sont arrivés de l'étranger. Je m'en occupe moi-même, ne t'inquiète pas. »« Mais pourquoi partent-ils toujours en même temps chaque année ?» demanda-t-elle, toujours souriante, mais l'observant attentivement. Il ricana et prit son verre d'eau. « Tu t'inquiètes trop, Rosemary. Ces gens à l'étranger ont leur propre calendrier. Je saisis l'occasion quand elle se présente. » Elle hocha la tête, mais quelque chose dans son ton l'inquiétait, l'aisance dans sa voix, le calme forcé. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, elle resta éveillée à ses côtés, fixant le plafond. Le lendemain soir,
Tandis que le chef préparait sa mallette pour une réunion stratégique tardive, Rosemary sourit et lui tendit ses clés de voiture. « Sois prudent », dit-elle doucement, dissimulant le petit dispositif de localisation qu'elle avait installé sur son téléphone plus tôt dans la journée. Un cadeau de leur fils au Canada, qui lui avait envoyé aussi un bracelet connecté avec ce système de GPS. 1 heure plus tard, le dispositif de localisation clignotait régulièrement sur l'écran du téléphone de Rosemary. Le signal se déplaçait. Au début, elle pensa qu'il était peut-être allé au bureau du gouvernement ou à l'aéroport pour finaliser les papiers d'adoption. Mais lorsqu'elle zooma, la position GPS se trouvait juste au-dessus de la fondation Agubata pour les nécessiteux. Sa main trembla, tandis qu'elle murmurait « Que fait-il là-bas si tard ?» Il était presque 22 heures. Les enfants auraient dû être endormis, le complexe silencieux. Pourquoi le chef serait-il à la fondation à cette heure-ci, et sans elle? Elle regarda le point resté immobile pendant près de 30 minutes, puis recommencer à bouger, quittant lentement la ville, se dirigeant vers la route déserte qui menait à la forêt. Un frisson la parcourut. Elle attrapa son téléphone et appela rapidement la directrice. La femme répondit au deuxième appel, d'une voix ensommeillée. « Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Negozi, » dit rapidement Rosemary, essayant de paraître calme. « S'il vous plaît, je viens de remarquer que le chef est passé à la maison ce soir. Est-ce que tout va bien? Que fait-il là-bas? » La directrice hésita. « Ah, oui, madame. Il est venu. Il a dit qu'il voulait emmener personnellement les 3 enfants sélectionnés pour l'adoption internationale. Il avait des papiers, madame, et des escortes de sécurité. Il nous a dit que c'était urgent, que l'agence d'adoption attendait déjà dans la ville voisine. » La poitrine de Rosemary se serra. « 3 enfants ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, madame, les mêmes qu'il a approuvés la semaine dernière. Il a dit que vous le saviez déjà. » Le téléphone de Rosemary a failli lui glisser des mains. Le signal de localisation continuait d'avancer, s'enfonçant de plus en plus dans la route forestière. La ligne clignotait en rouge, le GPS perdant le réseau pendant quelques secondes avant de se reconnecter. Son cœur battait à tout rompre. La vérité la frappait de plein fouet. Il n'était pas parti livrer les papiers d'adoption. Il était parti avec les enfants. Elle serra son téléphone et murmura « Non, mon Dieu !» Sans hésiter, elle se précipita en bas pour rejoindre son chauffeur. « Démarre la voiture !» dit-elle d'une voix tremblante. « On suit ce signal. » Le chauffeur hésita, surpris par l'urgence dans sa voix. « Madame, il est tard, » dit-il doucement. « Cette route n'est pas sûre la nuit. » Rosemary se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Alors prie pour que la sécurité soit avec nous. Démarre la voiture, Amecha. Conduis. » La voiture s'élança hors de la propriété, ses phares fendant l'obscurité des rues silencieuses. Elle serra son téléphone, fixant le signal clignotant sur l'écran. La voiture avançait lentement, s'enfonçant toujours plus profondément dans la campagne. La route, d'abord goudronnée, devint de gravier, puis de terre rouge. Des palmiers bordèrent la route, tels des témoins silencieux. Son cœur battait au rythme des pneus de la voiture. Elle ne voulait pas croire ce que son esprit commençait à comprendre. Le chef ne pouvait pas être capable d'une telle cruauté. L'homme qui construisait des maisons pour les orphelins ne pouvait pas leur faire de mal. C'était peut-être une erreur, une confusion.
Peut-être les emmenait-il vraiment rencontrer leur nouvelle famille. Mais au fond d'elle, son intuition lui disait le contraire. Après près d'1 heure, le signal cessa de bouger. Il clignotait fixement à un endroit précis, le même endroit qu'elle avait mémorisé en écoutant l'histoire d'une forêt interdite, où de grands hommes se rendaient pour trouver protection et pouvoir. Elle déglutit difficilement. « Arrêtez-vous ici », dit-elle doucement. Ils se garèrent sous un groupe de grands arbres. Au loin, elle apercevait une faible lumière, des flammes vacillant entre les feuilles. Elle descendit discrètement. « Attends ici », dit-elle à Amika le chauffeur. « Quoi que tu entendes, ne bouge pas. » Elle marcha à pas légers pour ne pas faire de bruit, suivant les faibles chants qui flottaient à travers les arbres. Ses pas ralentirent à mesure que la scène se dévoilait devant elle. Des hommes, vêtus de tuniques blanches, se déplaçaient en cercle lent, et au centre de tout cela, son mari. Le chef Agubata se tenait devant une marmite, tremblant. La voix du féticheur Baba retentit, le dos courbé, sa voix grave et posée. Et agenouillés devant eux, les yeux bandés et silencieux, se trouvaient 3 enfants, leurs petites mains liées, leurs uniformes de l'orphelinat brillant faiblement sous la lumière du feu. La bouche de Rosemary devint sèche. Tout son corps se mit à trembler. La voix du féticheur Baba retentit. « 3 pour le trône, comme il a été dit, ainsi soit-il. » La voix du chef se brisa. « Faut-il toujours que ce soit eux? Ne peut-on pas offrir autre chose? De l'argent, du bétail? Cela fait longtemps. 4 ans, 12 enfants. » La réponse du prêtre fut froide. « Ta position se nourrit déjà de leur sang. Ne te moque pas des esprits. » Rosemary haleta doucement, se couvrant la bouche. Le monde sembla basculer autour d'elle. L'homme qu'elle avait défendu, pour qui elle avait prié et qu'elle aimait passionnément, se tenait là, sur le point de sacrifier les enfants même qu'il prétendait protéger. Les mains de Rosemary tremblaient tandis qu'elle saisissait son téléphone. Sa respiration était saccadée. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement et leva légèrement le téléphone au-dessus du buisson qui la dissimulait. À travers l'objectif, la lumière du feu vacillait, projetant des ombres sur des visages qu'elle reconnaissait des réunions de son mari. « Leur sang renouvellera ton trône. Ne crains rien. Leurs esprits te serviront à jamais. » Les larmes de Rosemary coulaient à flots, son téléphone tremblant dans sa main. Elle fit un zoom. Le visage du chef semblait vide, comme celui d'un homme en proie à un combat intérieur, mais trop loin pour faire marche arrière. Il leva ses mains tremblantes, murmurant les paroles du prêtre. Lorsqu'il hésita, la voix de Woody retentit sèchement derrière lui. « Finis-en, Agubata, ou tu perdras tout ce que tu as gagné. » Ce fut le coup de grâce. Elle se mordit la manche pour ne pas crier. Chaque mot la blessait plus profondément qu'une lame. L'homme avec qui elle avait prié, celui qui construisait des maisons pour les plus démunis, se tenait là, au milieu de la nuit, échangeant des vies innocentes contre le pouvoir. Incapable de supporter davantage, elle se retourna et s'enfuit, trébuchant à travers les buissons, ses sanglots étouffés dans sa gorge. La forêt semblait interminable, sa vision brouillée par les larmes. Elle atteignit enfin la voiture, haletante, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Amika sortit précipitamment. « Madame, vous allez bien ?»« Conduis », murmura-t-elle d'une voix rauque, s'effondrant sur le siège. « Conduis, s'il te plaît. » La voiture démarra en trombe,
laissant derrière elle le scintillement des flammes et l'écho des incantations lointaines. Elle resta assise, tremblant de façon incontrôlable, ses vêtements trempés de sueur et de larmes. Sur ses genoux, le téléphone continuait d'enregistrer jusqu'à ce qu'elle finisse par l'arrêter. L'écran brillait faiblement. Elle avait tout enregistré. Chaque chant, chaque mot, chaque instant de la chute de son mari. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, elle s'assit dans le salon, les yeux gonflés par les larmes, le cœur battant à tout rompre. La maison était silencieuse, trop silencieuse. L'horloge murale tic-taquait comme un coup de tonnerre. Chaque seconde lui rappelait que quelque part, 3 enfants avaient disparu et que son mari en était responsable. À 2 heures du matin, le grincement du portail qui s'ouvrait la fit se lever. Des phares balayèrent les rideaux. La voiture du chef entra dans la cour. Elle resta immobile, serrant son téléphone dans sa main. Quelques instants plus tard, il entra dans le salon, surpris de voir les lumières allumées. « Mon amour », dit-il doucement, forçant un sourire. « Tu es encore réveillée. Tu aurais dû aller te coucher. » Elle ne dit rien. Elle le fixait du regard. L'homme avec qui elle avait partagé sa vie. L'homme qu'elle avait cru incapable de faire le mal. « Où sont-ils » demanda-t-elle finalement. Sa voix était ferme, d'un calme presque effrayant. « Qui » répondit-il, feignant la confusion. « Les enfants, Victor Agubata, ceux que tu as pris à la fondation ce soir. » Il cligna des yeux. « Ah, ça, ils ont été confiés au service d'adoption. Tout va bien. » Ses yeux se remplirent de larmes. Elle leva son téléphone, la voix tremblante. « Ne me mens pas, j'ai vu où tu allais. Je t'ai suivi et j'ai tout enregistré. » Son visage changea instantanément. Le calme fin disparut. Il la regarda, figé. « Tu m'as suivi ?»« Pas suivi, » murmura-t-elle en s'approchant. « Je t'ai observé. J'ai vu ces enfants agenouillés. J'ai entendu la prière. Je t'ai vu, mon mari, lever les mains sur cet homme. » Le chef recula, la bouche ouverte, cherchant ses mots. « Tu ne comprends pas. »« Alors fais-moi comprendre !» cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Comment peux-tu sacrifier des enfants que tu prétends aimer? Des enfants qui t'appellent papa? Quel genre de père se nourrit du sang des innocents ?» Il s'effondra sur le canapé, se cachant le visage dans les mains. Pendant un long moment, le silence régna dans la pièce, seulement troublé par ses sanglots étouffés. Puis sa voix se fit entendre, rauque et brisée. « Je ne voulais pas faire ça, Rose. Je me suis battue contre ça pendant des années. Mais ils ont dit que si je ne renouvelais pas le pacte, je perdrais tout. Mon poste, ma fortune, même ma vie. Je ne les ai pas tués de mes propres mains. Je les ai seulement amenés. » Elle le regarda avec incrédulité. « Alors ça rend les choses meilleures ?» Il leva les yeux vers elle, les yeux rouges, la culpabilité transparaissant dans sa voix. « Tu ne comprendras pas, Rosemary. Tu vis dans la lumière. Mais la politique est un fleuve sombre. Une fois qu'on y entre, on ne peut plus en sortir. » Elle secoua lentement la tête, s'éloignant de lui. « Non, Victor, ce n'est pas de la politique, c'est de la méchanceté. Et ce soir, j'ai vu qui est vraiment mon mari. » Elle se détourna, la voix brisée. « Je ne te regarderai plus jamais de la même façon. »« Rosemary, s'il te plaît, » dit-il, la voix basse et brisée. « Ne pars pas, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle s'arrêta à mi-chemin des escaliers, tremblante. « Qu'est-ce que tu veux que j'entende, Victor Agubata? Comment tu as vendu l'âme d'enfant pour le pouvoir?
Comment tu as enterré ton humanité au nom de la politique ?» Il tendit la main vers elle, la voix brisée. « S'il te plaît, je t'en supplie, ne dis pas ça. Tu crois que je voulais cette vie? Tu crois que je voulais avoir du sang sur les mains ?» Elle se retourna brusquement, la douleur déformant son visage. « Alors pourquoi? Tu avais tout. Tu avais l'amour, le respect, le confort. Pourquoi échanger tout ça contre cette ignominie ?» Il tomba à genoux, là, au milieu du salon, au même endroit où il priait chaque matin, avant qu'il ne devienne gouverneur. Ses épaules tremblaient, parce qu'il ne voulait pas me laisser partir, murmura-t-il. Tu ne sais pas ce qu'ils font aux hommes qui leur résistent. Les lèvres de Rosemary s'entr'ouvrirent légèrement, l'incrédulité se lisant sur son visage. Le chef continua, les larmes coulant à flots. Cette première nuit, je suis allé au sanctuaire. J'ai refusé. J'ai juré de ne jamais y retourner. Mais après une nouvelle défaite, le parti s'est retourné contre moi. Ils ont dit que j'étais maudit. C'est là que mon parrain m'y a ramené. Il a dit que la seule façon de survivre en politique était d'appartenir au groupe. J'étais désespérée, Rose. Je voulais protéger ce que nous avions. Je ne savais pas que ça tournerait ainsi. Elle s'affaissa lentement sur le canapé, se cachant le visage. Tu nous as protégés en détruisant les autres, Victor. Comment peux-tu vivre avec ça? Il rampa vers elle, la voix tremblante. Je ne vis pas. Je meurs chaque jour, chaque nuit. Je vois leur visage. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas prier. Je continue de faire semblant. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de leurs sanglots étouffés. Rosemary le regarda. L'homme qui construisait autrefois des maisons pour les orphelins était maintenant agenouillé, brisé, en train de se confesser. Pendant un long moment, sa colère s'est adoucie en tristesse. Elle s'agenouilla à ses côtés, ses mains tremblantes, tandis qu'elle essuyait ses larmes. « Tu es allé trop loin, Victor Agubata. Tu ne peux pas arranger ça tout seul. Il faut que ça cesse. » Il la regarda dans les yeux, le regard vide, fatigué, implorant. « Si je recule maintenant, Rose, ils vont me détruire. Ils vont nous détruire. » Sa voix se fit un murmure. « Alors peut-être est-il temps qu'ils essaient. » Et à cet instant, tous deux s'effondrèrent complètement, mari et femme, noyés dans les conséquences de la soif de pouvoir désespérée d'un seul homme. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Aucun d'eux n'avait dormi. Rosemary était assise au bord du lit, les yeux gonflés mais déterminés. Le chef se tenait près de la fenêtre, les épaules affaissées comme un homme se préparant à la guerre. « Agubata, dit-elle doucement, tu vas arrêter ça. Plus de sacrifices, plus de sang. S'il y a des conséquences, nous les affronterons ensemble. » Il se tourna vers elle, la peur brillant dans ses yeux. « Rose, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. »« Je m'en fiche !» coupa-t-elle fermement. « Nous avons vécu sous une malédiction assez longtemps. Je préfère tout perdre plutôt que de perdre nos âmes. » Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, lentement, il hocha la tête. « D'accord, j'y mettrai fin. » Cet après-midi-là, ils se rendirent au manoir du chef Onowi. Les gardes les accueillirent respectueusement, inconscients de la tempête qui se préparait à l'intérieur. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, Onowi leva les yeux de son journal et sourit faiblement. « Ah, mon gouverneur et madame, dit-il, à quoi dois-je cet honneur ?» La voix du chef était calme mais ferme. « Monsieur, je suis venu vous dire que j'arrête. Je ne peux pas continuer. Plus de rituels, plus de sang. » Onowi se figea, les yeux plissés.
Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Rosemary prit la parole avant que son mari ne puisse répondre. « Tu l'as bien entendu. Mon mari en a fini avec vos ténèbres. Quelle que soit la puissance que vous offrez, gardez-la. Nous voulons la paix. » Le vieil homme frappa la table du poing. « Savez-vous ce que vous dites? Vous allez tout perdre. Le cercle ne pardonne pas la trahison. » Rosemary soutint son regard d'un air déterminé. « Alors que le cercle prenne ce qu'il veut, mais il ne prendra pas un autre enfant. » Pendant un instant, personne ne parla. Puis Onowi se pencha lentement en arrière, sa voix devenant glaciale. « Vous venez de signer votre arrêt de mort. » Rosemary prit la main de son mari. « Alors soit, murmura-t-elle. Au moins, nous mourrons libres. » Dès l'instant où le chef et Rosemary quittèrent la demeure du chef Onowi, ils surent qu'ils s'étaient engagés sur une voie dangereuse. Mais la décision était prise. Plus de rituels, plus de sacrifices. Ils avaient choisi la paix, quel qu'en soit le prix. Pendant quelques jours, tout sembla calme. Puis la tempête commença. Une nuit, alors qu'ils rentraient d'une réunion, un camion suivit son convoi pendant des kilomètres avant de disparaître dans l'obscurité. Il comprit clairement le message. Le cercle voulait sa mort. Pourtant, il refusa de faire marche arrière. Il dit à Rosemary, « S'ils veulent mater ma vie, qu'ils la prennent. Je ne verserai plus une seule goutte de sang. » Elle lui prit la main, les yeux emplis à la fois de peur et de fierté. Bientôt, sa chute fut inévitable. La nouvelle tomba. La commission des crimes économiques enquêtait sur sa gestion. Les accusations fusèrent de toutes parts. Corruption, détournement de fonds, abus de pouvoir. Tous les mensonges susceptibles de détruire un homme furent entêlés au grand jour. En quelques semaines, l'Assemblée de l'État vota sa destitution. Ceux-là même qui l'avaient acclamé murmuraient désormais à son passage. Ses amis disparurent. Son parrain, le chef Onowi, nia l'avoir jamais soutenu. Ses voitures furent saisies, ses comptes bancaires gelés. Un à un, tout ce qu'il avait bâti par cupidité et sacrifice s'effondra sous ses yeux. Puis vint l'incendie. Tard un soir, des flammes jaillirent des fondations. Toute la ville se rassembla, tandis que l'orphelinat brûlait. Les pompiers luttèrent jusqu'à l'aube. Par la grâce de Dieu, tous les enfants furent sauvés. Aucune vie ne fut perdue. Le bâtiment fut réduit en cendres, mais les vies furent épargnées, comme si le ciel lui-même voulait faire table rase. Le chef se tenait devant les ruines, les larmes coulant sur ses joues. « Tout est perdu, Rose, » murmura-t-il. « Tout. » Elle posa une main sur sa poitrine. « Pas tout, » dit-elle doucement. « Il te reste ton souffle, ta conscience et moi. Allons là où la paix règne encore. » En une semaine, ils firent leurs maigres bagages et quittèrent la ville discrètement, emmenant avec eux les enfants de l'orphelinat. Il n'y eut ni convoi, ni escorte policière, ni foule pour leur dire au revoir. Seulement le ronronnement du vieux bus transportant 23 enfants qui comptaient désormais sur eux. Ils retournèrent dans le village natal du chef, un endroit paisible entouré de collines et de palmiers. Là, ils louèrent un petit terrain au bord d'une rivière et construisirent de simples cabanes en bois pour les enfants. Rosemary commença à leur donner des cours sous un manguier, tandis que le chef plantait du manioc et du maïs pour les nourrir. Leur vie avait radicalement changé, passant du luxe et du pouvoir à la simplicité et à la paix. Mais dans ce lieu humble, les rires revinrent et l'amour refleurit. Et bien qu'ils aient tout perdu de ce que le monde pouvait offrir, le chef Agubata et sa femme gagnèrent
quelque chose de bien plus précieux. Une seconde chance de vivre, de guérir et de servir véritablement les enfants dont la vie avait été épargnée. Leçon de morale. Peu importe la force ou le respect dont jouit une personne, les mauvaises fréquentations peuvent la corrompre. Le chef Agubata s'est perdu le jour où il a laissé les autres dicter ses choix. La pression des pairs, surtout celle des personnes influentes, peut pousser même les cœurs les plus purs vers les ténèbres. Entourez-vous de personnes qui vous guident vers la vérité et non vers la destruction. Et souvenez-vous, il vaut mieux être seul pour défendre ce qui est juste que d'être nombreux à soutenir ce qui est faux. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire.